bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Regardez, c'est absolument magnifique et nous allons nous retrouver dans ce studio organisé pour l'occasion, puisque nous allons vivre aujourd'hui et demain, sur un week-end, cette Cité des Aventuriers, avec des tables rondes, avec des thématiques très variées, avec des aventuriers tous plus extraordinaires les uns que les autres, avec des histoires à raconter, avec des messages à faire passer, mais pas uniquement, puisque vous allez pouvoir aussi assister ici à des expériences. Et d'ici une demi-heure, je vous invite vraiment à rester avec nous, puisque vous essaierez de comprendre comment on parvient à faire du feu pour survivre. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de notre premier tour de table, notre première table ronde, concernant les explorations au service de la pédagogie, au service des élèves, au service des enfants, parce que n'oublions pas que ce sont les enfants qui sont les adultes de demain et qui vont devoir, grâce à ces explorations, eh bien, porter les messages notamment d'écologie. Sont avec nous Tobias Carter et Sophie Simonin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous parcourez, vous arpentez la France pour porter la bonne parole, notamment en ce qui concerne l'écologie du côté du Groenland. Nous serons également avec Myriam Thomas. Bonjour Myriam. Bonjour. De Tara Océan, la goélette Tara, que nous retrouverons dans un instant. Tiens, ce serait sympa de pouvoir faire un petit passage et un petit coucou à Samuel. Est-ce que Samuel nous entend du côté du Chili, du côté de Puerto Montt? Samuel, bonjour. Petit problème peut-être avec Samuel. Et puis normalement, nous serons aussi avec la glaciologue Heidi Sevestre qui nous attend en Norvège. Vous savez, dans l'extrême nord de la Norvège, au niveau de l'océan Arctique, le Svalbard. Bonsoir, bonjour Heidi. Bonjour Denis, bonjour à tous. Alors voilà, je suis ravi d'être avec vous. D'abord, Tobias, est-ce que c'est facile de concerner les enfants? Est-ce que les enfants sont réceptifs aux messages d'écologie, aux messages d'alerte sur notre planète que vous pouvez leur délivrer? Force à vous de leur démontrer vos expériences passées, notamment au Groenland. Dans notre cas, oui, je dirais. Ouais. Voilà, c'est l'avantage. On est une petite structure, on est vraiment les skippers. Quand on arrive dans une école primaire, on nous présente comme les explorateurs du pôle Nord qui arrivent dans l'école. Ouais. Enfin, c'est un gros événement pour beaucoup et forcément ça les touche énormément. Et surtout en ce moment, en période de Covid, c'est vraiment le réel, quoi, qui est un peu le monde extérieur qui arrive dans l'école. Tu fais que beaucoup, tous les voyages, tout est annulé. Et donc ça marche bien, ça marche très bien. Myriam, pour la Fondation Tara Océan, l'objectif c'est de replacer l'océan au centre du système global de notre planète. Et je sais que vous avez impliqué près de 10 000 enfants, jeunes, d'école primaire, de collège et de lycée pour avoir un contact privilégié avec cette goélette qui parcourt le monde. Oui, on a un outil extraordinaire qui est cette goélette qui porte l'exploration, qui porte l'aventure humaine et l'aventure scientifique aussi. Et c'est vrai que grâce à... Souvent, on réalise des visioconférences avec les scientifiques sur tous les sujets que l'on porte au niveau de la recherche sur Tara. Et il y a un échange direct entre les élèves, les scientifiques et qui crée aussi parfois des vocations, en fait. Heidi, donc depuis la Norvège, vous accueillez de jeunes ambassadeurs, notamment du Conseil général du Gers dans cette région. L'objectif, c'est là encore de pouvoir sensibiliser les jeunes et leur faire comprendre que notre planète est en danger. Plusieurs reprises de recevoir des jeunes Français, des jeunes ambassadeurs du climat ici au Svalbard. Et là, je vous parle donc depuis cet archipel qui est à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Et ces jeunes, c'est essentiel de les accompagner. Ils ont une sensibilité extrême au changement climatique, à la fragilité des régions polaires. Et ces jeunes aussi nous poussent à être meilleurs. Et c'est pour ça que j'ai créé cette expédition que je suis en train de préparer. Je vais partir dans quelques jours. C'est eux qui nous poussent à être des meilleurs scientifiques, des meilleurs communicants, à rendre la science plus accessible et à eux de comprendre les actions qu'ils vont pouvoir mener à leur niveau. Sophie, il y a forcément la fonte des glaces et donc par conséquent la montée des eaux. Comment justement faire comprendre ça aux enfants, aux jeunes et
finalement les mettre face à leurs responsabilités, les leurs de demain, lorsqu'ils seront, comme nous aujourd'hui, des adultes? Ben, on a beaucoup de chance de travailler avec des scientifiques qui nous aident à avoir toutes les connaissances, notamment avec des glaciologues sur place au Groenland. Et donc on a plein de vidéos et de petites images qu'on apporte dans les classes qui leur permettent de comprendre c'est quoi la différence entre un glacier, entre un iceberg, entre la banquise, etc. Donc on leur apporte toute cette connaissance du monde polaire. Ouais. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on leur explique qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire pour l'environnement. Donc on leur donne tout un tas de solutions, de comment ils peuvent agir dans leur vie de tous les jours, à travers des petits jeux, des mimes, etc. Pour que ce soit ludique. Pour que ce soit ludique, pour qu'ils aient vraiment envie. L'idée, c'est de leur faire comprendre que ce qu'ils peuvent faire dans leur vie de tous les jours, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour eux. C'est pas que négatif. Et de leur faire prendre conscience de la beauté à travers les mondes polaires. C'est vrai que ça inspire, c'est magique, toute la glace, tous les animaux qu'il y a dans le pôle Nord. Ils ont tous envie de protéger ça. Personne ne peut être insensible à ce qui se passe dans les pôles. Tobias, il y a une de vos déclarations qui m'a interpellé. Vous dites « on ne change pas en une génération ». Et pourtant, il y a urgence. Le climat nous le démontre chaque jour. Mais ça va être un travail de longue haleine pour faire prendre conscience aux générations de demain qu'il faut agir et vite. On peut le faire rapidement et moi j'essaie d'être hyper positif dans les classes et surtout dans les jeunes. Avant-hier j'étais dans un lycée avec des jeunes que Heidi elle connaît bien parce qu'elle les a accompagnés au Svalbard il y a quelques années. Et c'est des jeunes qui sont déjà sensibilisés et qui peuvent être forcément, enfin ils ont peur quoi des fois, mais eux ils n'ont pas vu le changement des 5-10 dernières années et je dirais que il y a un réel changement. Oui, il n'y a pas encore les grosses actions qu'il faudrait, mais je pense que ça va arriver et je pense qu'il faut garder espoir, quoi. Myriam, comment ça se passe pratiquement sur la goélette Tara? Je crois que l'échange, il est certes avec les membres d'équipage, avec le capitaine, mais aussi avec les scientifiques qui vous accompagnent. Sur quel parcours d'abord? Sur quel parcours au niveau de la goélette? Là, pour le moment, on va faire... c'est-à-dire qu'on essaie de mettre la science, rentrer la science dans les programmes scolaires. Donc en fait, au fur et à mesure que, selon les niveaux, on crée différents niveaux de lecture, on trouve les scientifiques qui aiment aussi vulgariser, parce que ce n'est pas effectivement une évidence. Tous les scientifiques ne sont pas, c'est pas facile. C'est une qualité supplémentaire. On peut être un excellent scientifique et ne pas être capable de vulgariser, on le sait. Complètement. Je dirais que Heidi est justement très très spécifique dans ce milieu-là, elle est très très forte là-dessus. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a créé ce lien, après, durant toute la mission de la goélette, il y a différentes opérations autour des lieux dans lesquels on passe, de la science que l'on fait, et surtout de relier ça aux enjeux qu'il y a derrière, aux enjeux de l'océan, et surtout de bien essayer de faire comprendre à tous que on est tous connectés. On est connectés à l'océan. L'océan influence ce que l'on est. Nous influençons nous-mêmes l'océan, et je crois que c'est la chose la plus importante à comprendre. Et grâce à cet appui de la recherche des scientifiques, on essaie de faire passer ce message. Avec des focus, notamment sur la pollution plastique. Complètement. On a fait une opération en cours qui s'appelle Plastique à la loupe. Et pour créer encore plus un lien et une passerelle en fait, entre les enfants et les scientifiques, ce sont les enfants eux-mêmes qui appliquent un protocole de nettoyage de plage, de prélèvement de microplastiques avec chacun leur classe. Et puis ces petits prélèvements sont envoyés dans un laboratoire à Banyuls et ensuite sont réellement analysés. Et à la fin de l'année scolaire, le scientifique donne les résultats de de ce qu'ils ont prélevé. C'est bien aussi qu'il y ait des travaux pratiques, entre guillemets. Heidi, c'est intéressant de vous avoir avec nous depuis le nord de la Norvège. Comment concrètement vous pourriez décrire les évolutions climatiques au quotidien dans cette région où vous vivez? Oui, exactement. Alors, je ne suis pas tout à fait au nord de la Norvège, je suis vraiment entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Je suis sur cet archipel qui est à 78 degrés nord. Et je suis dans la ville la plus au nord du monde actuellement. Et juste pour vous dire ce qui se passe juste aujourd'hui, j'ai été évacuée ce matin de mon logement parce que nous avons un blizzard comme il y avait très rarement, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Ce blizzard amène des
quantité de neige absolument gigantesque, ce qu'il n'y avait pas avant. Nous sommes dans un désert arctique, il y a très peu de précipitations. Et ainsi, ces quantités de neige qui arrivent sur des montagnes où il y avait d'habitude très peu de neige créent des avalanches. C'est pour ça que j'ai été évacuée ce matin. Mais cet archipel dans lequel je suis, l'archipel du Svalbard, c'est véritablement l'épicentre du changement climatique aujourd'hui. Vous savez que l'Arctique, cette région magnifique, se réchauffe aujourd'hui 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Mais si on zoome un petit peu sur le Svalbard, c'est quand même 6 à 7 fois plus rapidement qu'ailleurs sur Terre. Donc tout ce qui se passe ici au Svalbard se passe à la vitesse de la lumière et c'est pour ça justement que l'on mène des recherches scientifiques. Alors concrètement, justement, comment on constate ce réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une évolution, je ne sais pas, de la faune, de la flore, des saisons? Exactement, les changements sont multiples et touchent toutes les parties de l'environnement de l'Arctique. Ce que j'étudie moi, ce sont surtout les glaciers, et les glaciers du Svalbard, il y en a pas mal, il y en a 1000 tout le temps. Ils sont tous absolument superbes, mais ils réagissent aussi très vite au changement climatique. Ce que l'on remarque, c'est des glaciers qui se raccourcissent de plusieurs centaines de mètres par an. Il y a aussi des glaciers, ça peut paraître étonnant, mais ils changent de comportement. On a des glaciers qui peuvent se mettre à s'écouler, à avancer beaucoup plus rapidement qu'avant. Et pas forcément bon signe, parce que ça veut dire que le glacier va perdre beaucoup plus de glace dans les océans. Et ainsi, d'une année à l'autre, on remarque les changements climatiques, l'impact du réchauffement climatique ici au Svalbard. En tout cas, ce qui est génial, c'est quand on vous entend, on sent que vous avez l'habitude de parler à des populations qui sont certes réceptives, mais qu'il faut réussir à captiver. Parce que les enfants, certes, ils sont peut-être d'accord avec ce que vous allez leur dire, mais c'est pas facile, Tobias, de parler parfois à des enfants, de pouvoir capter leur attention suffisamment longtemps pour que votre discours soit impactant. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et nous, on est tout débutants là-dedans. Hein. C'est vraiment, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Là, on a vu beaucoup d'élèves en très très peu de temps et c'est super intéressant. Combien qu'on se rende compte? À peu près 7000 Donc élèves. 7000 pour vous deux, 10 000 pour Tara, ça commence à faire un certain nombre d'élèves. Sachant que pour Tara, vous avez des élèves et des enfants français, mais Oui. pas uniquement. Hein. Non. On fait partie de l'AEFE, c'est toutes les écoles françaises qui sont dans le monde entier. Ouais. Et alors, justement, dans cet échange que vous avez, vous sentez qu'il faut adapter votre discours au fur et à mesure de votre expérience? Oui, bien sûr, et en fonction des niveaux, on intervient en primaire, collège et lycée. C'est super intéressant. Avec les lycéens, on a plus de débats à la fin sur vraiment le concret, savoir comment, quoi faire. Et les primaires qui sont à fond, la main levée, avec 10 000 questions. Non, c'est génial, on prend beaucoup de plaisir à expliquer aussi. Sophie, il faut aussi être concret. En préparant cet entretien avec Tobias, il me disait que vous pouviez expliquer aux enfants, aux élèves, que par exemple, le changement climatique entraînait une évolution au niveau des cultures. Au pied des glaciers, on trouvait des fraises maintenant, c'est ça, au Groenland? Oui, ça impacte énormément la vie des gens au Groenland et en Arctique de manière générale. Nous, c'était aussi ce qui nous intéressait, c'était d'aller sur place au Groenland pour voir comment ils vivent, comment ça impacte leur vie quotidienne. Et notamment, on a vu des fraises, on a vu des plantations de carottes, de choux, de brocolis, de fleurs, juste au pied des glaciers. C'était assez impressionnant et ça c'était pas le cas il y a même pas 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on peut faire pousser des pommes de terre de plus en plus au nord, au Groenland. Ouais. Le paradis de la frite va augmenter. Tiens, on va essayer, Myriam, de rejoindre. Est-ce que le capitaine de la goélette Tara nous entend? Samuel, depuis le Chili, depuis Puerto Montt. Est-ce que vous nous entendez, Samuel? Non. Non, on a un problème, il faut dire que ce n'est pas évident. On avait fait des tests, mais vous savez que c'est toujours compliqué. Myriam, vous allez être l'ambassadeur de cette goélette. C'est quoi les prochains périples? Alors là, la mission actuelle, donc nous sommes partis le 12 décembre de Lorient sur une mission qui est le microbiome marin. Ouais. Alors le microbiome marin, c'est tout simplement la même chose que le microbiome humain qui nous permet de nous maintenir en bonne santé. Bien, le microbiome marin, c'est l'ensemble des micro-organismes de l'océan
qui permettent en fait à l'océan d'être en bonne santé. Donc les scientifiques vont étudier non seulement tous ces petits micro-organismes, mais aussi les interactions entre eux, parce qu'il faut savoir que c'est un énorme réseau social. Ouais. Les micro-organismes entre eux, c'est un énorme Facebook. Et ensuite, ils vont les remettre dans un contexte dans lequel ils vivent, de manière à pouvoir ensuite essayer de comprendre comment ces organismes qui vivent à un certain endroit, s'il y a une modification de leur contexte dans lequel ils vivent à cause du réchauffement climatique, si l'organisme va pouvoir, en définitive, s'adapter ou se déplacer, ou peut-être ne plus exister, pour essayer d'anticiper et de voir un petit peu l'avenir de la planète. Heidi, depuis donc le Svalbard, dans l'océan Arctique, est-ce qu'il y a, parce qu'on s'inquiète évidemment du réchauffement climatique, on s'inquiète de cette écologie qui part parfois à volo, est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir? Alors, c'est une question très importante d'évoquer cette notion d'espoir. C'est vrai qu'en tant que glaciologue, moi, j'amène très rarement des bonnes nouvelles. Ce que j'observe sur le terrain est absolument catastrophique, mais c'est très clair que la fonte de l'Arctique nous touche directement jusqu'à chez nous en France. Mais heureusement, il est encore temps d'agir. Alors, la fenêtre d'action, elle est très courte. Elle se réduit jour après jour. Ce qu'il faut à tout prix éviter aujourd'hui, c'est de dépasser la barre des 1,5 degrés d'augmentation globale de température. Et là, on n'y est pas encore. On a gagné à peu près 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Plus on continue à émettre de gaz à effet de serre, plus on va se rapprocher de ces fameux 1,5 degrés de l'accord de Paris. Et on n'est pas encore là. Donc, on peut éviter le pire. Le souci, c'est que si on dépasse les 1,5 degrés, on risque d'enclencher des phénomènes irréversibles, c'est-à-dire de déstabilisation du Groenland, que Sophie et Tobias connaissent bien, une déstabilisation de l'Antarctique, des glaciers des Alpes. Et ensuite, quoi que l'on fasse, une fois qu'on aura dépassé ces fameux 1,5 degrés, plus rien ne pourra arrêter la déstabilisation de cette cryosphère, de ces éléments glacés sur Terre. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'y est pas encore. Il est temps de remonter nos manches tous ensemble et de faire la différence. C'est ça qui est bien, parce que quand on voit Heidi, on sent qu'il y a de l'optimisme, on sent qu'elle a une énergie pour nous permettre de croire encore au potentiel humain dans cette prise de conscience. Mais quand on l'entend, moi j'ai l'impression aussi d'entendre ceux qui parlent du Covid en ce moment. C'est-à-dire, il y a de l'espoir, mais attention, et on va peut-être tomber dans le précipice. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Est-ce que, Tobias, les enfants vous renvoient justement des messages d'espoir, des messages vous permettant de comprendre qu'ils sont déjà concernés dès leur plus jeune âge sur l'avenir de leur planète, pour eux, pour leurs enfants? D'espoir, oui, dans un sens, oui. Je me dis souvent, surtout quand on intervient en primaire, des fois on leur explique voilà, tout ce qu'il faut un peu faire pour éviter de trop polluer, hein, parce qu'on est français, donc on est très riche, donc on pollue énormément et on essaie de leur faire comprendre qu'il faut changer un peu toutes nos habitudes. Et souvent, au bout de 2 heures d'intervention, il y en a qui sont là, on leur fait un petit éco-quiz en fait. Donc ils regardent ce qu'ils font déjà. Et ils mettent des croix sur ce qu'ils aimeraient essayer de faire. Ils ne sont pas obligés de tout faire. Et tu te dis, il y en a qui doivent rentrer le soir et les pauvres parents, voilà, maman, il ne faut plus manger trop de viande. Donc ça donne de l'espoir. Comment ça, on ne trie pas les déchets? C'est ça. En primaire, ça donne beaucoup d'espoir à voir ça. On parlait du plastique, je lisais il n'y a pas longtemps, plus de 6 millions de tonnes de plastique rejetées chaque année dans les océans. Enfin moi, pour parcourir beaucoup le monde et les océans, on récupère sur les plages sur lesquelles nous travaillons des tonnes de plastique à chaque fois que nous sommes en tournage. C'est quelque chose de considérable, c'est aussi quelque chose qui peut être inversé s'il y a une vraie prise de conscience. Oui, je pense que durant la mission précédente, la mission microplastique, justement, on a fait 18 escales pour sensibiliser sur ce sujet et aussi pour expliquer la complexité de cette matière. Parce qu'on a beau... on peut se dire, on arrête le plastique dans 3 ans, plus de plastique. Voilà. La réalité, c'est pas celle-ci. Parce que la matière plastique, on n'a pas trouvé les mêmes caractéristiques dans une autre matière. Par contre, le flux de matière plastique à usage unique, là, pour le coup, c'est ce que je disais toujours aux enfants, c'est qu'on a un super pouvoir, c'est d'acheter ce que l'on souhaite.
Et donc, avec ce super pouvoir, on peut modifier nos modes de consommation. Et si on arrive à... On sait aujourd'hui que le flux de microplastique, il vient de la Terre. Ce qui se retrouve en mer vient vraiment de la Terre. Donc, on ne nettoiera pas l'océan, malheureusement. Mais par contre, on peut arrêter le flux qui vient de la Terre et effectivement changer nos habitudes, déjà rien que sur ces plastiques à usage unique, qui sont aujourd'hui, on s'aperçoit, indissociables des micro-organismes marins, puisque même taille. Ouais. Sophie, vous allez descendre un peu dans le sud. Je crois que vous avez envie de renouveler l'expérience du Groenland ailleurs. Direction l'Islande cet été, c'est ça? Oui, c'est ça, on part en Islande cet été. Qui est un pays absolument extraordinaire, qui est encore, enfin en tout cas moi c'est ce que je trouve à chaque fois que j'y vais, relativement préservé. Bah, oui, c'est relativement préservé, mais c'est aussi très impacté par les changements climatiques. Il y a eu la disparition du glacier Oke en Islande. Et il y a tout un tas de... en ce moment, c'est bouleversé avec les tremblements de terre, donc ils ont énormément... Alors on est sur la faille, hein? Oui, exactement. Ouais. Il y a beaucoup d'impact. C'est un endroit, l'Islande, qui est très intéressant pour étudier tout un tas de questions qu'on se pose en ce moment, notamment au niveau de l'énergie, avec la question de l'hydrogène et au niveau de la fonte des glaciers qui est accélérée, au niveau de l'impact aussi sur la biodiversité, les baleines, etc., qui sont très étudiées. Donc ça va être intéressant. Beaucoup de choses à voir, ouais. On n'en connaît pas encore, donc on va aller justement voir et rapporter encore une fois dans les écoles pour faire... Oui, c'est ça. Vous allez capter un maximum d'informations que vous redistribuez ensuite aux enfants. Vous remplissez votre besace comme vous l'avez fait au Groenland. C'est ça. Heidi, je crois que vous avez vous aussi envie d'associer les enfants sur des recherches futures et cette fois-ci en traversant complètement la planète pour vous intéresser à l'autre côté, c'est-à-dire à l'Antarctique. C'est essentiel aujourd'hui d'associer des expéditions scientifiques avec les jeunes générations. Je trouve que la science que l'on fait dans les régions polaires est extrêmement intéressante. On mêle véritablement l'aventure, la science. On marche vraiment dans les pas des premiers explorateurs dans ces régions-là. Et pour essayer de capter l'attention de ces jeunes générations, de les connecter avec ces problèmes de changement climatique, quoi de mieux justement que de les associer avec nos expéditions? L'expédition que je prépare, là où je vais partir dans 2 jours, Climate Sentinels, justement on s'est associés nous aussi, alors peut-être pas avec des milliers d'élèves comme les super projets de Tara et de Unumundo, mais on a beaucoup d'élèves qui nous suivent partout dans le monde, qui nous poussent à être meilleurs. Ils nous ont même envoyé des petits instruments scientifiques qu'on va utiliser pendant l'expédition pour qu'on récolte des données carrément pour eux, les scientifiques en herbe. Et ensuite, qui sait, comme on l'a évoqué, ça va peut-être créer des vocations, ça va peut-être les pousser à l'action. Mais ce qui est crucial aujourd'hui, c'est aussi de comprendre que les jeunes générations, il ne faut pas mettre toutes nos responsabilités sur leurs épaules. Ils sont encore très jeunes. Il faut que jeunesse se fasse, il faut qu'ils grandissent dans un environnement le plus bénéfique pour eux possible. Il faut aussi que cette éducation se fasse avec les générations moins jeunes. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on sait que ceux qui ont le pouvoir de changer les choses du jour au lendemain, ce ne sont pas les plus jeunes générations. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment à mes collègues scientifiques aussi d'ouvrir leurs expéditions à des générations un petit peu moins jeunes, aux décideurs politiques. Et là aussi, on va pouvoir changer les choses. Et il y a des messages avec Heidi, des messages aux politiques, aux scientifiques et aux jeunes évidemment. Tiens, les gens qui nous écoutent avec beaucoup d'attention ont une question à vous poser à la cantonade, chacun y répond. Pourriez-vous nous parler de l'impact du confinement, de l'arrêt du trafic aérien avec cette pandémie de la Covid et évidemment de la réduction de l'activité industrielle sur la réduction des déchets et des polluants? Alors on me demande avec des chiffres si possible, pas forcément des chiffres, mais est-ce que concrètement, Heidi, Sophie, Tobias, Myriam, on constate un impact réel de l'arrêt de cette productivité à cause du Covid partout dans le monde? Alors là, il y a un impact, il y a les chiffres, par exemple, d'émissions des CO2 dans l'atmosphère ont diminué. Ouais. Alors, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est de 8 à 10%. D'accord. Ce qui, en finalité, n'est pas énorme par rapport Parce que à l'industrie a baissé de bien plus de 8 à 10%. Exactement. Donc, finalement... C'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Donc, ça veut dire que le système est ancré, là, aujourd'hui,
dans une phase qui est, même si on arrête tout, Ouais. ça ne résout pas ces problématiques-là. Donc c'est assez étonnant. Tobias? Bah, nous, on en parle en fait durant les interventions en lycée là, de tout ça, parce que bah, pour beaucoup de personnes en fait pensent que c'est impossible. Voilà, net zéro carbone en 2050, enfin c'est des choses qui sont écrites sur papier. Voilà, il y a De l'utopie. Voilà, il faudrait changer, tout changer, etc. Et bah, moi, je dis aux élèves, l'année 2020, c'était un petit peu l'année où l'impossible est devenu possible. On a cloué tous les avions au sol du jour au lendemain. Ouais. Il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse, Ouais. quoi. Enfin, comment on aurait pu imaginer, il y a 2 ans, une baisse des émissions? Mais comment on aurait pu tout est imaginer possible. une telle pandémie? C'est ça. Même les réalisateurs spécialistes de science-fiction n'auraient même pas osé nous présenter Mais un s'il y a scénario comme un celui-ci. petit point positif qu'on peut ressortir de tout ça, c'est de savoir, c'est de rentrer dans les têtes aux gens que c'est possible en fait de changer les choses. Si on traitait la crise climatique comme celle du Covid, on est capable de bouger, quoi. Comme en temps de guerre, comme voilà. Heidi, Oui. par rapport à cette question, Alors vous l'avez... certes, le Covid a eu un impact déjà très fort sur les expéditions scientifiques. Et nous, on a de la chance, on est vraiment une des rares campagnes de terrain qui va pouvoir avoir lieu cette année au Svalbard. Et quand on parle de l'impact du Covid sur l'environnement en général, ce qui est très clair, c'est que les émissions de CO2, notamment des transports, ont été réduites fortement pendant les confinements, mais que la concentration de CO2 dans l'atmosphère, malgré tout, continue très largement d'augmenter. Eh oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut des Covid justement pour arriver à lutter contre la crise climatique, c'est absolument pas le cas. Ce que le Covid nous a illustré, c'est que malgré les confinements, malgré la réduction des transports en commun, les industries principales fonctionnent toujours. La production d'énergie, évidemment, on en a besoin, tous pour travailler, qu'on soit au bureau ou chez nous, on en a besoin, et c'est très polluant. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vraiment que chaque secteur de la société, chaque secteur de notre économie doit faire un effort pour réduire son empreinte carbone. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je suis convaincue que le Covid, en tout cas, s'il y a un point positif, et il n'y en a pas beaucoup, a sûrement regroupé les gens entre eux, a permis de se reconcentrer sur le local, sur ce qui est autour de nous. Et ça, j'espère que ça ouvrira de nouvelles perspectives aux gens, de se dire que finalement, on peut très bien faire nos courses autour de chez nous avec les commerçants qu'on a. On n'a pas besoin tous de commander sur Internet des produits qui viennent de dizaines de milliers de kilomètres. Il nous reste 2 petites minutes. Est-ce qu'il est possible d'emmener avec vous des jeunes? Parce que là, c'est bien qu'il y ait un échange a posteriori. Mais est-ce que le fait de les incorporer dans vos expéditions, ce ne serait pas plus efficace, Sophie? Justement, il y a des professeurs très très motivés qui ont qui essayent d'amener des élèves sur place, donc qui ont essayé l'année dernière d'amener des élèves au Groenland, une vingtaine d'élèves répartis sur différentes écoles partout en France. Et là, ça va être le cas aussi pour cette année en Islande. Il y aurait des élèves qui nous rejoindraient à bord du bateau. C'est déjà tellement compliqué de voyager en ce moment. Hein. Mais voilà, c'est énormément d'investissement et voilà, on espère que ça va se faire, on espère que ça va être possible. Donc on peut pas emmener tout le monde, quoi. Non, non, mais déjà en emmener quelques-uns, ça fait, ça forme une forme de caisse de résonance. Alors, Myriam, nous, à bord de Tara, les places sont extrêmement limitées. Oui. Mais par contre, l'équipage plus les scientifiques. Finalement, on les amène avec nous de manière différente, puisque toutes les classes qui nous suivent, et puis aussi on fait interagir des classes de certains pays avec les classes françaises. Donc en fait, il y a un échange culturel qui se mêle grâce à la mission, et ça ouvre tout un réseau complètement de connaissances en fait, qu'ils échangent entre eux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun vit ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, de là où il est. Et c'est intéressant en fait d'échanger cette donnée-là avec, quand on est à Paris, on le vit d'une certaine manière, quand on est au Groenland, les peuples là-bas le vivent d'une autre manière. Et je pense qu'on a chacun, ces enfants ont chacun des choses à s'échanger entre eux aussi. Merci infiniment, Sophie, Tobias, votre association Uno Mundo, un seul monde, une seule planète. Merci Myriam avec Tara, avec la goélette, bon vent. Merci. Vous saluerez pour nous Samuel. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer en contact avec lui. Ils sont
dans un petit coin perdu du Chili. Et un immense merci aussi à Heidi Sevestre qui nous a parlé depuis le Svalbard après avoir affronté le blizzard tout à l'heure. Merci à tous les quatre. Dans quelques minutes, dans une demi-heure très précisément, nous partirons sur les traces d'un explorateur. Imaginez Charles Darwin, le comte de la Pérouse. Ce sont des personnages illustres de l'exploration et de l'aventure. Eh bien, on viendra vous en parler. Mais d'abord, une expérience, puisqu'on va essayer d'alterner les tables rondes et les expériences. Quelle plus belle expérience, chers amis, que de tenter de faire du feu pour survivre. À tout à l'heure avec deux nouveaux aventuriers qui viendront traduire par des mots leurs émotions et leurs constatations.